Algérie. Ce nom évoque pour beaucoup de métropolitains des images un peu désuètes. Le poncif colonial, répandu par la carte postale, fleurit toujours dans l'esprit de ceux qui ne connaissent pas nos 3 départements d'Afrique du Nord. Et il n'y a pas de film qui ait évoqué l'Algérie sans monter en épingle les danses des Oulednaï, les ruelles d'ombre et de soleil des Casbahs, et une file lente de chameaux s'enfonçant dans le sable. Ce sont là évocations d'un passé périmé. Et ce grand prolongement de la métropole qu'est l'Algérie mérite mieux que ces clichés d'archives. En 115 années de communauté française, l'Algérie, gardienne vigilante par ailleurs de traditions millénaires, est devenue un grand territoire moderne en perpétuelle évolution vers le progrès. Sur cette côte algérienne que les Romains, cependant grands organisateurs, considéraient comme impropre à l'aménagement de ports, la France a su faire les travaux nécessaires pour assurer les débouchés maritimes indispensables à l'écoulement de la production de l'intérieur. Du petit port turc d'Alger, de la darse barbaresque avec sa mosquée presque au ras de l'eau, est née la rade universellement célèbre. L'arrivée en bateau sur Alger est un spectacle admirable, classique et 100 fois décrit. Au long des quais, les produits algériens s'entassent. Les installations modernes de chargement et de déchargement, les frigorifiques, assurent la manutention et la conservation de ces richesses qui gagneront bientôt de façon régulière la métropole. Déjà, les bateaux étrangers redonnent au port sa physionomie d'avant-guerre, en dépit d'un trafic encore restreint. On a multiplié les digues, les brise-lames, les bassins, les môles, les quais. 21 ports sur le littoral algérien se répartissent les produits de l'exportation et du cabotage. En plus d'Alger, principal port de voyageurs, Oran, port de trafic des vins, des céréales, des charbons de soute. À ses côtés, et bientôt joint à lui pour former le plus grand port méditerranéen, Mers-el-Kébir, à la rade magnifique. Djidjelli, Bougie, Beaune, Philippeville et tant d'autres retrouvent peu à peu leur importance d'avant le conflit qui les éprouva plus ou moins. À travers les merveilles touristiques de l'Algérie, des routes modernes, larges et roulantes, convergent vers les portes ouvertes sur la mer. Elles franchissent les cols les plus élevés. Elles desservent les riches régions agricoles. Parfois, avec une hardiesse raisonnée, elles bordent la mer en corniche. Ou utilisent, pour franchir les obstacles naturels, des ouvrages d'art vertigineux. Dans le désert même, elles étendent chaque jour leur emprise. Les pistes d'autrefois deviennent des routes presque parfaitement carrossables,
compte tenu des difficultés d'entretien dans ces régions soumises aux sables et au vent. Parallèlement aux routes et aux pistes, les chemins de fer développent 5000 km de lignes. Les difficultés d'exploitation sont grandes dans ce pays à relief accidenté. Il n'y a que 22% de voies en palier, et le sable, dans la pénétration vers le sud, devient un ennemi redoutable. Des installations modernes assurent le trafic des voyageurs dans les grandes gares. Un des buts principaux des chemins de fer algériens est l'évacuation des richesses minières du pays. Les minerais de fer, particulièrement n'étant pas encore traités en Algérie, sont expédiés soit en France, soit en Angleterre. Regio aridissima, disaient de l'Algérie les poètes latins. L'eau, sang vivifiant de ses champs altérés, a ses périodes d'abondance. Alors elle s'élance vers la mer en ruissellements impétueux. Il fallait la retenir et la diriger, principalement pour libérer l'agriculture de méthodes surannées. Le grand souci de l'administration française a été de décider une politique de l'eau par la création de barrages. Petits barrages de montagne d'aspect tranquille, mais capables de bousculer leurs barrières à la suite d'un orage. Et qui envoient de l'eau à travers des kilomètres de désert. Grand barrage de régularisation retenant 460 millions de mètres cubes d'eau, suffisant pour l'irrigation de 170 000 hectares. Huit nouveaux grands barrages sont en construction au titre du plan décennal de l'Algérie. L'assainissement des régions insalubres a permis la transformation de plaines alluvionnaires en d'immenses jardins. Et par exemple, la plaine de la Mitidja, autrefois infestée par la malaria, est maintenant une des plus grosses régions productrices d'agrumes. Les cultures de coton, dont l'exploitation est encore restreinte, bénéficieront des apports nouveaux d'eau d'irrigation.
Les vignes algériennes, cultivées suivant les méthodes les plus récentes, s'étendent sur des milliers d'hectares. Sans cesse améliorés, les crus algériens sont comparables aux productions de la métropole. Les oliviers, parures toujours vertes de la terre africaine, s'étendent sur des kilomètres carrés, produisant des fruits parfaits que traitent des usines modernes. Les chênes lièges occupent une superficie de 450 000 hectares, permettant une exportation annuelle de 200 000 quintaux de liège brut en Amérique et en Europe. Les méthodes ancestrales de récolte et de battage des céréales sont encore employées, tel le battage au fléau, fait d'une branche de palmier. Du grain sous les pieds des chevaux. Ils ont fait place dans les grandes exploitations aux méthodes les plus modernes. Les moissons algériennes ne le cèdent en rien aux plus spectaculaires démonstrations des fermiers de l'Ouest américain. La tête dans le feu, le pied dans l'eau. Telles sont, dit un proverbe arabe, les conditions les meilleures pour la culture des palmiers dattiers. C'est donc à proximité des rares sources naturelles que l'on trouve dans le sud algérien les plus vieilles palmeraies. L'eau est amenée à pied d'œuvre par les moyens les plus simples. Mais c'est l'utilisation des nappes d'eau souterraines par les forages artésiens qui a permis la création de ces parcs magnifiques que constituent les palmeraies modernes. Sous l'ombre des palmes, les séguyas répartissent l'eau bienfaisante jaillie des puits. Il y a des palmiers mâles et femelles. Pour assurer la récolte de cet aliment incomparable qu'est la datte, on pratique la fécondation artificielle des régimes femelles en y apportant de main d'homme l'élément mâle fécondant.
Mais c'est grâce à l'eau abondamment distribuée que les récoltes apportent dans des territoires autrefois désertés la prospérité et la sécurité. L'artisanat musulman a de tout temps travaillé la laine. L'élevage des moutons a donc toujours été une des grandes préoccupations algériennes. La sélection du mouton, élément de base des plats nationaux, se fait par les stations modèles. Et la politique de l'eau intervient là aussi pour assurer les points d'eau nécessaires à la vie des troupeaux sur les hauts plateaux, zone principale d'élevage. Le sous-sol algérien apporte sa contribution à l'économie générale. Les mines de charbon algériennes fournissent déjà le tiers de la consommation annuelle du pays, soit 240 000 tonnes. Les mines de phosphate, situées près de la frontière tunisienne, fournissent plus de 300 000 tonnes annuellement. Pour les mines de fer, dont les normes matérielles se dressent dans un cadre particulièrement sauvage, les suites de la guerre ne leur ont pas permis de reprendre le rythme de leurs exportations d'autrefois. Mais la production est en progression constante et atteindra bientôt son niveau normal. La France a voulu que les musulmans vivent mieux. La création d'un réseau médico-hospitalier sans défaillance et d'une assistance sociale vigilante a permis ce résultat. En 115 ans de communauté française, la population musulmane a passé de moins d'1 million à 9 millions d'habitants. Les assistantes sociales musulmanes, toujours à la peine, sont souvent à l'honneur. Parallèlement à l'enseignement religieux traditionnel, l'organisation scolaire s'adresse à tous.
même à ceux qui paraissaient les moins aptes à recevoir notre enseignement. L'augmentation constante de la fréquentation scolaire par les enfants musulmans des deux sexes a conduit l'administration à multiplier les écoles et les groupes scolaires. Les élèves français et musulmans s'y retrouvent pour les travaux et les jeux. De la fréquentation de l'école et des maîtres métropolitains est né le goût des sports, pour la pratique desquels, dans toute l'Algérie, d'importants aménagements ont été prévus. L'amélioration de l'habitat a constitué également une des grandes préoccupations de la France. Tant dans le style musulman que dans les constructions modernes, l'effort de nos architectes a contribué à l'évolution des populations musulmanes. L'extension des droits politiques accordés aux Français musulmans dans le domaine municipal et dans les assemblées nationales démontre le succès de la communauté française en Algérie. Et les liens entre la France et son grand prolongement ne sont-ils pas indissolublement cimentés par le sang des fils d'Algérie, accourus à l'appel de la métropole pour relever le drapeau commun, tombé de ses mains blessées?